Bonjour mes Data Jedi. Oui, j'avoue, cela fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Sans perdre une seconde de plus, commençons. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, faisons un petit point sur là où nous en étions la dernière fois. Pour cela, je vous remets les différentes étapes de l'analyse d'une série temporelle par la méthode ARMA. Dans la dernière vidéo, j'avais juste exposé le premier cadre, comment mettre en forme une série temporelle avec Python. Le lien si nécessaire vers cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer au deuxième cadre et cette vidéo sera découpée en 3 parties. L'analyse du graphique, l'analyse de la saisonnalité et enfin l'analyse du corrélogramme complet. Allez, c'est parti. Tout d'abord, les imports de librairie qui vont nous aider pour cette vidéo. La librairie Pandas, une excellente librairie qui sert à l'import, le traitement et la gestion des jeux de données. Ensuite, la librairie NumPy ou NumPy, je vous laisse choisir sa prononciation. Il s'agit d'une librairie qui permet de réaliser des calculs complexes de façon optimisée. Puis enfin, la librairie Matplotlib qui nous servira pour faire des graphiques. Ensuite, voici la série temporelle avec laquelle je vous propose de travailler. Elle est ici représentée sous la forme d'une liste de 2 lignes. En effet, j'ai ajouté un backslash à la fin de la première ligne afin de pouvoir écrire cette instruction sur 2 lignes. Dans cette série, chaque nombre représente une valeur pour un trimestre, c'est-à-dire 4 mois. Alors, avouons-le là comme ça, entre les virgules et les points, on ne voit pas trop à quoi ressemble cette série temporelle. Pour y voir plus clair, réalisons un graphique. Et voici les lignes de code qui vont nous permettre d'afficher le graphique. Ligne numéro 20. Je crée une liste à l'aide d'une concaténation dans une compréhension en liste. Il s'agit d'une façon différente d'écrire une boucle. La fonction range va créer une séquence de nombres compris entre 1 et le nombre d'éléments de notre série temporelle, qui est ici la variable data, et chaque nombre de cette séquence sera préfixé par la lettre T grâce à une concaténation. Voici la résultante. Une liste où le T signifie trimestre et le numéro qui est associé et le numéro du trimestre qu'on va considérer. Ligne suivante, numéro 22, je crée un objet de type series. Il s'agit d'une liste dont je peux définir l'index. C'est-à-dire, au lieu que ce soit des numéros 0, 1, 2, 3, etc., il s'agira de T1, T2, T3, T4, etc. Les 4 lignes suivantes sont réellement la création du graphique. D'abord, je crée le graphique. Ensuite, je définis la légende des ordonnées. Puis, je définis la légende des abscisses. Et enfin, j'affiche le graphique. Tada! Nous avons notre graphique. Alors, regardons-le. Il est évident que nous avons affaire à un phénomène saisonnier avec ce motif de répétition. Quel hasard, n'est-ce pas, hein? Mais dans le doute, je propose qu'on fasse ensemble une analyse mathématique pour prouver notre observation. Je me doute bien que vous n'êtes pas là juste pour faire des graphiques. La méthode que je vais vous présenter est la réalisation d'un test de Fisher à partir d'une analyse de la variance, encore appelée ANOVA. Je précise que ce test est surtout pertinent quand la série ne présente pas de tendance. Mais ça, on en parlera un peu plus loin. Tout d'abord, quelques rappels. La variance. Il s'agit de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Voici sa charmante formule, ou même plutôt ses charmantes formules. Cette grandeur possède en effet 2 formules. Décrivons un peu ces formules. Celle du haut est celle utilisée quand on travaille sur la population. Décrivons-la un petit peu. Le x, il s'agit de la valeur de l'élément considéré, donc ici la valeur de T1, T2, T3, etc. Mu, il s'agit de la moyenne de la population. Le E un peu bizarre est le signe de la somme, et le carré, je suppose que vous connaissez. Celle du bas est la formule utilisée quand on travaille sur l'échantillon. Donc le x, toujours pareil, correspond à la valeur de l'élément considéré. Le x bar est la moyenne de l'échantillon, et n-1 est le nombre d'éléments de l'échantillon, moins 1. Donc petite particularité, l'unité de la variance est l'unité considérée au carré. Cela signifie donc que, dans notre cas, l'unité de la variance est la vente de macarons au carré. Et oui, je sais, ça semble bizarre, mais c'est comme ça. Et la variance, à quoi cela sert-il? Cela sert à obtenir une idée de la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Pour ne pas rendre cette vidéo trop indigeste, je vais résumer cela très simplement. Il s'agit de comparer plusieurs variances entre elles et de voir si elles sont significativement différentes, c'est-à-dire si leur différence est vraiment importante ou pas.
Si vous souhaitez approfondir ou même rafraîchir vos connaissances sur cet outil, je ne peux que vous conseiller l'excellente vidéo de Thierry Ancel. Je vous mets le lien en description. Pour pouvoir faire cela, je vais d'abord faire un petit peu de manipulation. Donc, 2 lignes de code très rapides. Donc, la ligne numéro 31, où en fait, je vais transformer la liste data en un array de la bibliothèque NumPy, que je vais appeler data_n. Et ensuite, cet array, je vais utiliser la fonction reshape pour le redessiner en disant que je veux qu'il ait 3 lignes et 4 colonnes. 3 lignes parce qu'en fait, je vais considérer que la série temporelle se déroule sur 3 années. Et 4 colonnes parce qu'en fait, chaque colonne de chacune des lignes représentera un trimestre. Et dans une année, il y a 4 trimestres. Donc, si vous voulez que ce soit un petit peu plus simple, voici comment désormais la série sera représentée au sein de Python. Et c'est comme ça que nous allons travailler. Pour réaliser cette analyse de saisonnalité, de quoi a-t-on besoin? On a besoin de la moyenne générale du jeu de test. Pour cela, c'est très simple. Maintenant, le jeu de test s'appelle data_w. Et grâce à la fonction min, et ben hop, on obtient très rapidement cette moyenne. Ensuite, je vais chercher à calculer la moyenne des périodes. Donc ici, qu'est-ce que j'appelle une période? Ici, une période, ça va être l'intervalle de temps étudié pour déterminer une saisonnalité. Donc en fait, je vais même un peu simplifier ça, mais la moyenne des trimestres. Donc comment je fais ça? En fait, là, j'utilise une simple boucle, très simple, qui va en fait de i jusqu'à en fait la longueur de la matrice data_w que j'obtiens grâce à la fonction shape à l'indice 1 et pas à l'indice 0, parce que l'indice 0 lui donne le nombre de lignes, alors que l'indice 1 lui donne le nombre de colonnes et donc le nombre de trimestres au sein de l'année. Voilà. Et pour chaque item de cette boucle, je vais demander à avoir la moyenne. Donc la moyenne ici, comment je l'obtiens? Vous voyez cette notation qui peut dérouter à première vue, surtout si on ne la connaît pas. Donc data_w, j'ouvre les crochets, parce qu'en fait il s'agit d'une matrice à 2 dimensions, donc elle qui me concerne. Donc premier élément dans les crochets, on va appeler les lignes. Donc là, les 2 points veut dire qu'on va considérer chaque ligne de la matrice. Et le petit i, en fait, qui est l'item que je passe en boucle, lui va considérer la colonne en question, que l'on va considérer donc la colonne numéro 0, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Oui, je rappelle qu'en Python, on commence à l'indice 0. Une fois que j'ai ensuite ces moyennes, je vais pouvoir calculer les sommes nécessaires à calculer la variance. Donc ici, ST pour variance trimestrielle. Donc c'est très simple. Une fois que je définis à 0, je fais une boucle. Et à chaque tour de boucle, à chaque itération, je vais prendre la somme de la valeur de la somme à laquelle je vais ajouter l'écart entre la moyenne de la série, donc la moyenne de la matrice, donc de toutes des 12 relevés de mesure, à ce à quoi je vais soustraire la moyenne de la période considérée, et je mets le tout au carré avec la fonction power. Et donc, une fois la variable st obtenue, afin de vraiment obtenir ce que je souhaite, c'est-à-dire la somme qui concerne les trimestres, la période des trimestres, je multiplie ça par le nombre d'années étudiées. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin de calculer ce qu'on appelle la somme résiduelle. Donc là, c'est pareil. Ça concerne quoi la somme résiduelle? C'est un petit peu plus compliqué à apercevoir, mais je vais vous le décrire. Il s'agit en fait de la valeur considérée dans la série temporelle, moins la moyenne de l'année considérée, moins la moyenne du trimestre considéré, plus la moyenne de la série, le tout au carré. Donc voilà comment j'obtiens cela à travers une double boucle, une boucle sur les années et une boucle sur les trimestres. Une fois que j'ai obtenu ces deux variables SR et ST, je peux calculer les variances. Donc ligne 69, je divise la somme trimestrielle par le nombre de trimestres moins 1. Donc ici ce sera 3. Ligne numéro 72, il s'agit ici de la variance résiduelle. Donc pour calculer la somme résiduelle, nous avons tenu compte des années et des trimestres. Donc ici, le dénominateur sera le nombre de trimestres moins 1
fois le nombre d'années moins 1. Petite précision, ici, les dénominateurs utilisés pour calculer ces variances sont aussi appelés degrés de liberté. Petit rappel, les degrés de liberté utilisés ici sont 3 et 6. Ensuite, nous allons réaliser le test de Fisher à proprement parler, c'est-à-dire que nous allons comparer la valeur du Fisher empirique par rapport à la valeur de Fisher issue de la table de Fisher avec des degrés de liberté identiques. Une fois qu'on les compare, si le Fisher empirique est plus grand que le Fisher lu dans la table, alors la série sera saisonnière. Et c'est bien le cas ici. Alors, dans le titre de cette vidéo, je vous ai promis un petit bonus. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'analyse de la tendance. Rappel, qu'est-ce qu'une tendance? Il s'agit d'une des 4 composantes majeures d'une série temporelle. Elle est censée décrire le mouvement de long terme de la série temporelle. Elle est traditionnellement représentée par des formes, disons, simples, avec de jolis noms, tels que polynomial, exponentielle, logistique, ou tout simplement linéaire. Pourquoi une telle analyse? Autant une saisonnalité peut être assez évidente à voir à l'œil nu, autant une tendance, c'est moins évident. La preuve, ici on se dit, ouais, en fait là, il y a peut-être quelque chose, mais avec les variations de saisonnalité, en fait on voit rien. Donc il existe un test très similaire à celui de la saisonnalité pour tirer cette histoire au clair. Il s'agit de comparer les variances de chaque année et voir si elles sont réellement différentes. Donc voyons le code afin de mettre cela en œuvre. De quoi avons-nous besoin? Tout d'abord, de la moyenne du jeu donné. Ça, très simple, on l'a fait précédemment. Ensuite, on a besoin de la moyenne des années. Et donc, cela ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour déterminer la moyenne des trimestres, sauf que cette fois-ci, vous voyez des petits 2 points, ils ne sont pas pour définir des lignes, mais plutôt pour définir des colonnes. Ensuite, on va calculer donc 2 types de sommes différentes, la somme des années, la somme annuelle, et ensuite la somme des résidus, la somme résiduelle. Donc on va commencer par la somme des années. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de la somme des écarts entre la moyenne de l'année considérée avec la moyenne de données au carré. Le tout que l'on va multiplier par le nombre d'années considérées. Et ensuite la somme résiduelle. Donc là, il va s'agir de la somme des écarts de l'élément du jeu de données considéré moins la moyenne du trimestre du jeu de données considéré moins la moyenne de l'année du jeu de données considéré plus la moyenne du jeu de données, le tout au carré. Ensuite, pour calculer les variances, et bien écoutez, on a déjà fait plus gros, donc là ça va dérouler. On va d'abord calculer la variance annuelle, donc il s'agira de la somme annuelle divisée par le nombre d'années considérées moins 1. Puis on va calculer la variance résiduelle, il s'agira de la somme résiduelle divisée par, attention, j'ouvre les parenthèses, le nombre de trimestres considérés moins 1 fois le nombre d'années considérées moins 1, je ferme les parenthèses. Donc ces deux variances ainsi calculées vont nous permettre d'obtenir le Fisher empirique. Donc il s'agira du ratio entre la variance annuelle divisée par la variance résiduelle. Ensuite, on va calculer le Fisher théorique, celui issu de la table. Pour cela, on a besoin de 2 degrés de liberté. Ça va être les degrés de liberté utilisés pour respectivement calculer la variance annuelle et la variance résiduelle. On a aussi besoin d'un risque de seconde espèce. Il s'agit d'une probabilité qui nous assure que le Fisher théorique récupéré sera bon. Ici, on prendra 0,95 pour nous assurer que le seuil récupéré avec les degrés de liberté sera bon dans 95% des cas. Et enfin, d'une fonction Python qui, à partir d'une probabilité, donne le Fisher théorique. Il s'agit, dans cette librairie, de la fonction ppf, ppf pour Percent Point Function. Une fois qu'on a ces deux variables de Fisher, on va chercher à les comparer. Donc, voici un petit test assez simple. Si la variance de la table est supérieure à la variance calculée, alors la série sera sans tendance, et dans le cas contraire, la série sera avec tendance. Et dans le cas du jeu de données qui nous intéresse, la série est avec tendance. Pour éviter d'alourdir cette vidéo, je ne vais pas réexpliquer ce qu'est un autocorrélogramme. Mais comme je suis sympa, je vous mets un lien sur une précédente vidéo où j'explique de quoi il s'agit.
Pour obtenir un autocorrélogramme complet avec Python, c'est très simple. On a besoin de deux lignes de code. D'abord, un import depuis le module StatsModel. J'importe le module qui permet de réaliser des autocorrélogrammes. Ensuite, j'utilise la fonction plot_ACF à laquelle je fournis deux paramètres, le jeu de données initial et un lag, c'est-à-dire un nombre de décalage, ici de 10. Et là, cela doit vous frapper au visage. On voit que toutes les 4 unités sur l'axe des abscisses, l'autocorrélation est élevée, ce qui nous confirme que nous avons affaire à une série temporelle avec une saisonnalité. Dans cette vidéo, nous avons vu comment mettre en évidence une saisonnalité et une tendance avec Python. Pour continuer l'étude de cette série, il faut retirer ces composantes via des techniques de désaisonnalisation et de régression linéaire. Mais ça, ce sera pour d'autres vidéos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Ensuite, la routine pour les vidéos YouTube, pouce bleu, abonnement et questions en commentaire si certains points n'ont pas été clairs. Cela me motive vraiment beaucoup pour continuer à proposer du contenu sur cette chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, que la data soit avec vous!